Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon, Région Télévision pour une émission politique spéciale. Béatrice Métro, Cézla Amarel, Jacques Nicollet, Guillaume Toto-Morand, Sylvie Villa, Isabelle Chevalet, 6. Ils sont 6 à briguer l'un des 2 derniers sièges du Conseil d'État après un premier tour où il manquait un peu de suspense. Nous vous proposons donc aujourd'hui une émission spéciale en partenariat avec le Quotidien de la Côte et vous, Michel, Quotidien de la Côte, dont vous êtes le rédacteur en chef. Oui, bonjour. Émission spéciale, vous disais-je, où nous recevrons les 6 candidats en 2 séquences distinctes. Et on commence tout de suite avec Béatrice Métro, Jacques Nicollet et Sylvie Villa. Une petite vidéo. Il faudra passer par le second tour. Vous vous y attendiez un petit peu, j'imagine. Oui, je m'y attendais, mais je suis très contente de ce résultat. Plus de 48% pour les Verts, c'est un excellent résultat. Et je fais bien mieux qu'au premier tour de 2012. Donc pour moi, c'est un signe très très encourageant. Et je me prépare et je me suis préparée à ce deuxième tour. Donc j'y vais vraiment avec grand cœur. Comment mobiliser cet électorat de droite ? Écoutez, je crois qu'il faudra expliquer à l'électorat de droite que maintenant on a le basculement de la majorité du gouvernement à portée de main. C'est une question de volonté. Ça ne dépend pas que de moi. Moi, je suis le candidat à disposition. Je pense avoir fait une bonne campagne pour le premier tour. On va s'atteler à faire une très bonne campagne sur le deuxième tour également. Et puis je crois que c'est important maintenant que l'électorat se prononce, que les électeurs décident si oui ou non ils veulent ce basculement de majorité, de la reprise de majorité avec l'UDC et le PLR. Et puis ma foi, ça dépendra surtout de leur intention et également de notre capacité à les avoir convaincus qu'il faut cette majorité. En début de campagne, vous disiez que l'ADC aurait un candidat au deuxième tour. Est-ce que, voyons les résultats, est-ce que ça vaut vraiment le coup aujourd'hui ? Alors cette stratégie, nous allons la discuter. Moi je pense, c'est sûr que si nous ne faisons rien, alors les résultats définitifs sont là et la chose est close. Je crois qu'il est important de continuer à offrir de la diversité, d'autres sujets, mais cela n'engage que moi, c'est une discussion que nous allons avoir. En tout cas, personnellement, je suis motivée à aller plus loin. Voilà, on est de retour en plateau et on accueille tout de suite Sylvie Villa, candidate pour l'Alliance du Centre et le PDC. Bonjour. Bonjour. On accueille également Béatrice Métro, conseillère d'État verte sortante. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Et enfin, Jacques Nicollet, candidat pour l'UDC et conseiller national. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Jacques Nicollet, on va commencer par vous, parce que la surprise de ce deuxième tour vient évidemment du côté de la droite et de l'Alliance du centre-droite. Alors, il y a quelques mois encore, les Verts libéraux étaient infréquentables, un peu trop de gauche. Qu'est-ce qui a changé entre-temps ? Alors, je ne vous cacherai pas que ce qu'il y a de particulier dans cette alliance, c'est que lorsqu'il y a quelques mois, nous devions traiter de cette alliance au niveau de l'UDC, c'est une alliance qui, pour beaucoup, tombait sur le sens. À l'UDC, nous avons préféré, dans ce premier tour, partir avec une alliance à 4. En l'occurrence, en face de nous, il y avait une alliance de 4 candidats de gauche également. Et puis aujourd'hui que cette alliance est faite, c'est particulier parce qu'on nous dit que c'est une alliance qui devient contre nature. Alors je crois qu'on a fait que de mettre un tout petit peu plus de temps pour composer l'alliance que certains appelaient de leur vœu pour le premier tour. D'accord, il y a quand même quelques dossiers sur lesquels vous n'avez pas été d'accord, la L3PL notamment. Effectivement, il y a un certain nombre de dossiers où on n'est pas tout à fait d'accord avec les Verts libéraux, ce qui paraît normal. Sans ça, on serait tous dans le même parti, même avec le PLR. On peut avoir des différends également. Et puis je crois que dans le ticket en face, il y a aussi des dossiers, des positions de personnes qui sont totalement contradictoires également. Mais là, bon, il y a la fameuse statistique qui montre que vous avez plus souvent voté que Madame Isabelle Chevalet a plus souvent voté avec Madame Amarel qu'avec vous à Berne. Alors on nous explique que c'est pas la même politique fédérale et tout. Mais alors ça veut dire que quelqu'un travestit sa personnalité une fois qu'il est à Berne, ou bien c'est... Non. Comment vous expliquez cette différence de discours entre la politique fédérale et la politique cantonale ? Vous suivez les mots d'ordre. Il y a de toute manière une différence entre la politique fédérale lorsqu'on est dans un législatif fédéral ou de la politique cantonale lorsqu'on aspire à un exécutif cantonal. Ceci dit, la démonstration est faite, c'est qu'avec l'alliance Isabelle Chevalet et moi-même sur le ticket pour le deuxième tour, la démonstration est faite qu'on a une ouverture vers le centre beaucoup plus prononcée que le groupe qui est en face de nous. Et quand même, dans toutes ces stratégies, les électeurs de votre parti, est-ce qu'ils vous suivent ? Ils votent pour vous, IDC, au niveau fédéral, quand il y a des initiatives. Vous apparaissez ici un petit peu plus modéré pour accéder au Conseil d'État. Il n'y a pas un petit risque de schizophrénie auprès de votre électorat, voire auprès de votre personne ?
Non, écoutez, je ne pense pas. Chaque décision a été prise de façon démocratique par le congrès de l'UDC Vaud. Et puis, je crois que c'est quand même l'organe délibérant de notre parti. En l'occurrence, la stratégie de parti avec les Verts libéraux a été validée par 110 voix contre 2. Donc, c'est la démonstration que l'UDC Vaud a fait son chemin. Il faut savoir que lorsqu'on définit une stratégie pour le premier tour, c'est une chose. Deuxième tour, c'est une nouvelle élection, c'est un nouvel enjeu. Il y a 2 sièges à pourvoir. Il y a 2 sièges et votre électorat le comprend, ceci? Oui, l'électorat va le comprendre, je n'ai pas de souci de ce côté-là. D'ailleurs, on a eu beaucoup d'appels du pied de notre électorat pour nous encourager à trouver une stratégie, une nouvelle dynamique pour le deuxième tour. Et puis, on verra au soir du 21 mai. Votre congrès a quand même... alors, au final, le vote était assez clair, mais il y a quand même des mots très durs, vote et on se pinçant le nez, enfin des choses qui sont quand même... aller chercher les voix où elles sont. Je veux dire, c'était quand même assez... Voilà, il y a quand même une... Mais disons que c'est la légitimité de chaque congrès, disons, de débattre, de discuter de l'alliance, de discuter des possibilités qu'il y a d'ouvrir ou pas cette alliance. En l'occurrence, comme dans chaque parti, mais enfin voilà, on débat, puis après le débat, on tranche. Puis moi, c'est le vote du congrès qui fait foi. Et puis je crois qu'il était suffisamment clair pour légitimer ce ticket au deuxième tour. Alors, Jacques Nicolas, encore une question sur Énergie 2050. Évidemment, après, on vous fera évidemment réagir face à ces stratégies. L'UDC est contre. Vous abstenez. Oui, alors vous êtes colistière, excusez-moi, avec Madame Chevalet, pour qui ce dossier est important. Oui, parfaitement. J'ai toujours été transparent et clair à l'endroit de la direction du Parti suisse. J'ai évoqué à Albert Rösti que sur la stratégie énergétique pour mon vote à Berne, j'allais m'abstenir, de façon à ce que mon vote ne soit pas interprété ou instrumentalisé dans un sens ou dans l'autre. Et au niveau du canton, et aujourd'hui, j'ai clairement affirmé que je n'allais pas faire campagne pour ou contre la stratégie énergétique. Par loyauté à l'endroit de mon parti, je suis président du parti cantonal également qui, lui, a souhaité ne pas soutenir la stratégie énergétique. À titre personnel, j'ai dit que je validerai la stratégie, je vote oui à la stratégie énergétique, mais je n'en fais pas campagne. Donc si je comprends bien, si vous êtes fidèle à votre parti, vous allez envoyer vos électeurs en disant « suivez la ligne nationale ». À titre personnel, je vais dire aux électeurs de l'UDC, suivez la ligne que l'électorat et que le congrès UDC a validée, mais c'était quand même relativement partagé. Et puis, ma foi, dans chaque parti, on a aussi la possibilité d'avoir des avis divergents sur des sujets. Je crois que stratégie énergétique, c'est un sujet important, mais ce n'est pas le seul sujet important. Madame Métro, alors parlez-nous en fait de votre avis sur cette alliance et surtout, enfin, c'est légitime, 2 sièges, 2 candidats. Pourquoi? Alors, non, nous avons toujours dit qu'il était légitime que la droite présente 2 candidats ou 3, même s'il le voulait. Et je dis bien la droite parce que pour moi, c'est pas une alliance centre-droite, parce que le centre, il est représenté par Madame Villa ici autour de cette table. Donc pour moi, c'est une alliance de droite, le centre étant Madame Villa. Donc, au fond, c'est légitime. Ils peuvent mettre le nombre de candidats qu'ils veulent, il n'y a pas de problème. Mais on voit bien que c'est quand même une tactique de parti. C'est pour moi très nettement une tactique de parti. Et on voit bien, les positions ont évolué au cours de la semaine. On a entendu dès le départ M. Borloo dire « Ah, mais nous, on ne veut pas 2 sièges ». Il l'a dit à plusieurs reprises dans plusieurs médias. On veut un 4-3 parce que pour nous, c'est très important d'avoir la majorité. Et puis maintenant, on passe de 4-3 à 5-2. Bon... Voilà, donc pour moi, vous avez parlé d'arrogance du côté de la gauche en disant voilà, ils veulent tout. Alors moi, j'ai jamais prononcé non, jamais prononcé le mot arrogance parce que je pense que le débat démocratique doit se faire. Donc pour moi, il doit se faire. De toute façon, toute la semaine, nous avons passé quasiment la semaine ensemble. Nous sommes très familiers maintenant. Débat RTS, débat à la télé. Donc voilà, on connaît les arguments des uns et des autres. Et c'est bien pour la population que la population a choisi. Mais moi, ce que je dis, comme je l'ai dit toute la semaine, je pense que ce 5-2, puisque maintenant ça semble être arrêté 5-2, amènera vraisemblablement des tensions. Et je ne suis pas sûre que cette alliance 5-2 permette de faire passer un certain nombre de projets au Grand Conseil. On a des grands défis, on a des défis immenses, et il y aura vraisemblablement des blocages. Madame Métro, est-ce que la RI 3 au niveau du Grand Conseil, au niveau vaudois, serait passée sans son compromis ? Alors, je pense que si nous n'avions pas été convaincants, M. Maillard pour les socialistes et moi pour les Verts, en expliquant toute la plus-value de RIE 3, avec tout le volet social, avec tout le volet pour l'accueil du jour de la petite enfance, je pense que peut-être que le résultat n'aurait pas été à 87%. 87%, oui. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup travaillé au Conseil d'État. On a présenter un certain nombre de mesures de compensation, et c'est
ce sont ces mesures de compensation qui ont fait que le projet a été accepté. Et on le voit bien, et j'en terminerai peut-être là. Sylvie Villa, on vous donne. 30 secondes, on le voit bien. Maintenant, qu'est-ce que fait Willy Morer? Il est en train de voir tous les cantons. Il a rencontré M. Pascal Broulis cette semaine. Et dans la RIE3 fédérale, pour 2019, il est question d'un volet social. Donc le modèle vaudois fait des petits. Alors, on va vous donner tout de suite avant. J'aurais juste, Jacques Nicolas, une réaction. Est-ce que cette RIE3 au niveau cantonal, elle aurait pu marcher sans ce compromis, ces mécaniques partisanes du canton de Vaud? Écoutez, parfaitement, dans le sens où c'est pas puisqu'on est de droite qu'on n'est pas capable de faire des compromis, c'est pas puisqu'on est de droite qu'on n'est pas capable d'avoir une sensibilité sociale. Et la démonstration aurait pu être faite également avec une majorité de droite. Vous savez, moi, ce qui me surprend quand même dans le ticket qui est en face de nous, c'est pas forcément la question partisane, c'est de la question de personne. Madame Métro a défendu avec beaucoup de professionnalisme la loi sur les renseignements, avec 4 ministres de partis différents, mais en l'occurrence les 5 ministres romains. Loi sur les renseignements contre laquelle Cézanne Amarelle s'est battue. Forta, on en a discuté encore hier. Forta pour lequel... Permettez que je finisse. Fédérale, vous savez, ça non. Forta, les retombées de Forta dans le canton de Vaud, elles sont astronomiques. Et Madame Nouria Gorité s'est battue pour Forta, s'est battue pour obtenir le financement. Votre conseiller national, Daniel Brelas, a validé également Forta. Aujourd'hui, Mme Amarelle s'est opposée à Forta. RIE3 fédérale, alors que Mme Amarelle aurait pu faire un immense travail dans son parti pour expliquer que c'est possible de faire une bonne RIE3. Mais quand même, c'est 3 sujets sur lesquels elle s'est battue contre l'intérêt des Vaudois. Madame Métro, 30 secondes. Sur Forta, Mme Amarelle a fait partie d'un comité de soutien spécial de gauche vaudois. Et puis, la loi sur les renseignements, il y avait un soutien des socialistes vaudois. Madame Amarelle sera tout à l'heure sur ce plateau. Voilà, exactement. Elle se défendra elle-même. Madame Sylvie Villa, vous êtes du centre. Vous avez vu arriver cette alliance. Comment vous la digérez? Comment vous vous positionnez vis-à-vis de ceci? Mais écoutez, comme là vient de faire ma tête, à savoir de constater une fois de plus cette opposition, ce duel gauche-droite, alors que nous... D'ailleurs, dans le journal 24 heures, dans l'article du 24 heures, c'était intéressant de voir en première colonne à gauche Madame Chevalet qui soulignait le rôle important que joue le centre au Grand Conseil et, disait-elle, qui n'est pas représenté au Conseil d'État. Et puis dans la colonne d'à côté, elle disait « Nous avons un ticket de 2 à droite à opposer contre 2 à gauche pour que l'électorat puisse choisir ». Donc, dit autrement, très très rapidement, d'une réflexion, d'un soupçon de réflexion sur l'importance du centre, eh ben, on retombe très vite dans ce duel d'opposition gauche-droite. Nous croyons que ce duel est dépassé, qu'il y a place pour une 3e force politique que nous incarnons. Nous ne sommes pas dans une démarche d'opposition. Nous voudrions ensemble construire la suite. Mais bon, c'est un secret pour personne. Vos chances d'accéder au gouvernement sont quand même assez minces si on regarde les résultats du premier tour. Là, vous pensez, quel rôle vous jouez dans ce 2e tour? Vous allez piquer les voix à qui? Enfin, Mais peut-être c'est justement souligner qu'effectivement, le système en place, d'un point de vue purement calcul, permet très difficilement à des petits groupes d'émerger et de positionner quelqu'un. On peut en tout cas pas me taxer de chercher ce pouvoir puisque j'ai plutôt quitté un gros groupe pour rejoindre les rangs de petites, de petits groupes. Mais c'est très important pour nos citoyens, pour la vie, l'intérêt pour la chose publique, que les gens puissent rejoindre différents partis qui ont des sensibilités particulières. On veut davantage de votants. Il faut leur laisser aussi de la place. Là, vous avez déjà posé la question ailleurs de la même manière. C'est un double ticket, il y a 2 sièges. Enfin, voilà ce que je veux dire, il y a 2 sièges. Vous aimeriez en avoir un. Qui aimeriez-vous avoir à vos côtés? Je veux dire, j'aimerais, moi, être au Conseil d'État, ça c'est clair, et nous avons décidé à l'Alliance du Centre de ne pas donner de préférence de vote, ce que je vais donc aussi respecter. Il n'empêche qu'à titre personnel, quand l'agressivité ne me plaît pas. Alors c'est une indication, j'espère que les téléspectateurs comprendront de qui il s'agit. On va mener l'enquête, j'imagine. On va parler un petit peu de sécurité. Jacques Nicolet, l'UDC a attaqué Béatrice Métro sur plusieurs fronts. Qu'est-ce que vous lui reprochez finalement? Est-ce que c'est la gestion des prisons? Est-ce que c'est la reconnaissance des communautés religieuses? Qu'est-ce qui vous gêne dans son bilan?
Non, globalement, alors le bilan est sorti également depuis quelques semaines maintenant. On se rend compte que notamment le deal de rue a été entre guillemets, déplacé de la capitale sur le Nord vaudois. Nord vaudois qui subit également le déplacement du deal de rue depuis le canton de Neuchâtel. Donc on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'éléments en termes sécuritaires qui méritent d'être discutés. De nouveau, le bilan n'est pas, à mon sens, pas catastrophique, mais il y a un certain nombre de choses qui méritent d'être discutées. Ce qu'on appelle, c'est une présence policière sur le terrain. On sait que au jour d'aujourd'hui, nos policiers sont contraints de faire énormément de travaux administratifs, de tâches qui ne sont peut-être pas forcément les plus passionnantes. Et puis nous, ce qu'on souhaiterait, c'est une présence policière sur le terrain. J'avais milité au temps où j'étais encore député au Grand Conseil pour augmenter les forces policières de 10 ETP. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est quand même dans cette mouvance qu'on doit quand même être attentif afin d'avoir d'une part, une excellente, voire une bien meilleure collaboration entre les polices des villes, les polices organisées des régions et la police cantonale. Des polices. Voilà. Madame Villa, vous voulez réagir? Je vous ai vu lever la main. Oui, en fait... Allez-y. Je soutiens le besoin sans aucun doute de davantage de forces de police à disposition pour faire leur travail. Et peut-être là, ça me permet de faire le lien. Vous parliez juste avant du milieu carcéral. Et je crois qu'effectivement, cette surpopulation carcérale est un problème que nous connaissons. Est-ce que les 250 places construites par Madame Métro suffisent? Alors, de façon évidente, pour le moment, pas. Il y a la priorité à davantage de places, plus aussi, je crois, à davantage de formation. Pour le personnel, c'est en cours, mais il y a besoin de personnel. Il faut peut-être aussi revaloriser cette belle profession. Et en attendant, ce que je voudrais proposer, c'est qu'on augmente le taux de surpopulation pour que les détenus ne soient pas détenus dans les postes de police et que ça détourne finalement des policiers. C'est dans ce sens-là que ça rejoint, que ça ne détourne pas les policiers de leur travail. Vous n'avez pas réussi à convaincre vos collègues de mettre suffisamment d'argent pour manque de policiers, manque de places de... Je vais me permettre de recadrer les choses. D'abord, on va parler effectivement des moyens. Oui. Police cantonale, il y a plus 10% d'augmentation de budget depuis que je suis à la tête de la police cantonale. Service pénitentiaire, plus 40% de budget, plus 40% de budget depuis que je suis à la tête du service pénitentiaire. Il y a les investissements pénitentiaires, on y reviendra, multipliés par 5. 12 millions du temps de M. Lebas, 66 millions de mon temps. Alors, recadrons les choses calmement. Le deal de rue. Le deal de rue, nous sommes intervenus à B, à la demande de la police, l'époque, l'époque c'est le nom de la police du Chablais, nous sommes intervenus avec succès. Nous avons eu la même demande d'intervention de la commune d'Yverdon et une opération a déjà débuté, elle est en train de se poursuivre. Nous avons une troisième demande de Vevey et là aussi, il va y avoir intervention de la police cantonale. Autrement dit, le deal de rue, qui est un phénomène urbain, se passe dans les communes où il y a des polices communales qui, effectivement, sollicitent l'appui de la police cantonale et nous le faisons très volontiers. Sur les moyens, et très volontiers et naturellement. Pourquoi ? Pour continuer à faire baisser cette criminalité. 30% de moins de criminalité en 3 ans. Moi, je pense que c'est un résultat qui est imputable à tout le monde, police communale, police régionale, et on doit s'en réjouir, et on y travaille la main dans la main. Oui, bien sûr. Madame Métro, un dossier qui vous tenait à cœur, la mendicité. On a appris hier que les oppositions sont levées, on va pouvoir appliquer ceci. C'est quelque chose qui n'a pas été dans votre direction. Alors, sur la mendicité, il y a effectivement l'initiative de l'UDC. Le Conseil d'État Incorpore a décidé d'opposer un contre-projet à l'initiative de mendicité. Puis, le Grand Conseil a modifié ce contre-projet en le renforçant, en étant vraiment très, très strict. Et au fond, finalement, le Grand Conseil a accepté l'initiative de l'UDC. Bon. Cette initiative a été contestée à la Cour constitutionnelle, la décision est tombée, et la décision du Grand Conseil, donc la loi sur la mendicité, va s'appliquer dès qu'on a les considérants, dès qu'on a la décision en entier. Parallèlement à ça, les forces du centre ont demandé
que le Conseil d'État réfléchisse à une manière d'adoucir cette initiative UDC. Donc, il y a eu une réponse du Conseil d'État à une interpellation de M. Donzé qui disait « Bon, on va voir comment nous allons pouvoir adoucir cette interdiction stricte qui, je le souligne, va engager fortement les polices communales sur le terrain et il va falloir trouver un réglage fin. » Mais personnellement, vous êtes contre? Contre quoi? Contre l'interdiction. Alors moi, j'avais fait un contre-projet que je trouvais vraiment tout à fait mesuré. Je suis contre la mendicité organisée de métiers où des enfants, voilà. Et puis, voilà. Et ce contre-projet, il était vraiment, il défendait un point de vue, je dirais, mesuré, modéré, et le point de vue du Conseil d'État, il était parce que faire la différence entre un mendiant sympa et un mendiant organisé, si vous pensez que ça mobilise pas aussi les forces policières. Avec les forces policières, on sait très bien, grosso modo, quels sont les circuits et autres. Donc ce contre-projet, on pouvait parfaitement le mettre en œuvre et ça aurait bien satisfait les populations urbaines. Une dernière chose. Alors, il nous reste rapidement un petit thème à évoquer, l'économie et la fiscalité. Sylvie Villa, comment peut-on aider les petites et moyennes entreprises, les entrepreneurs, les indépendants? Et êtes-vous satisfaite de la RIE 3 ? Alors nous disons effectivement qu'il faut veiller à ce que nous appelons un angle mort. Ce sont justement les petites entreprises, parce que dans la RIE 3, pour les entreprises qui ne font quasi pas de bénéfices, eh bien elles ne vont pas justement bénéficier de la diminution du taux d'imposition. Par contre, elles vont voir leur contribution aux charges sociales augmenter. Donc là, je crois que c'est quelque chose que nous avons à cœur de tenir. Donc il faut déjà modifier le projet de RIE 3 qui n'est pas encore validé parce qu'au fédéral, c'est... Tout s'améliore, vous savez, toute loi a souvent ses angles morts, toute politique aussi, c'est d'où la richesse d'avoir les avis de différents acteurs pour pouvoir dire attention, là il y a une population qui peut être, et là en l'occurrence c'est quand même une masse silencieuse parce que les petites entreprises dans notre canton, c'est pas une petite contribution, c'est plutôt proche de 80%. Donc je crois que là, simplement pour le moment elle va, il ne faudrait pas que à cause de ces implications-là et de ces charges supplémentaires, elle se retrouve juste sous l'eau, et auquel cas elle ferme, des postes de travail tombent, etc. et tout l'enchaînement. Jacques Nicolet, économie, fiscalité, qu'est-ce qu'on fait pour les familles, les classes moyennes? La classe moyenne, c'est typiquement une baisse d'impôts. Il y a l'initiative des jeunes PLR soutenue par l'UDC, par les Verts libéraux. C'est quand même une initiative qui va dans le sens d'offrir un tout petit peu plus de pouvoir d'achat à la classe moyenne. Et puis sur l'impôt général, moi j'estime que si l'État va bien, on doit pouvoir lâcher un tout petit peu d'impôt parce que je rappelle quand même que le canton de Vaud est venu d'années très difficiles. Tout le monde a fait de gros efforts pour redresser les finances de notre canton, les communes, les particuliers, les entreprises, et aujourd'hui il est peut-être temps de... D'un côté, vous dites que la gauche dépense trop, puis d'un autre côté, vous dites que le canton a trop d'argent qui peut baisser... L'avantage d'une baisse d'un point d'impôt. Un point d'impôt, c'est 34 millions. C'est 34 millions qui restent dans les familles, c'est 34 millions de pouvoir d'achat. C'est pas de l'argent qui dort, c'est de l'argent qui travaille. C'est de l'argent qui travaille. Dans le bénéfice, enfin le bénéfice... Mais je dis, non, pas spécialement sur la RIE 3, sur l'impôt des personnes physiques. Un point d'impôt, c'est 34 millions. Je vous ai bien entendu, mais quelque part, ces millions qu'on ne va pas encaisser, ils ne vont pas aller, alors peut-être dans les... Ils retournent dans l'économie. Oui, mais on coupe dans le social, on coupe dans la formation. Non, mais écoutez, le canton fait quand même 600 millions de bénéfices, donc je pense que, de nouveau, c'est tous des éléments qui, s'ils sont pris avec modération, mais de nouveau, l'impôt ne se traite pas que sur l'impôt des personnes physiques, il y a quand même l'impôt de la RIE 3, c'est un tout. Je veux dire, typiquement, si on diminuait le taux d'imposition des salaires, des revenus qui sont inférieurs à 100 000 francs, parce qu'il y a quand même un déséquilibre entre être taxé 8% quand on a un revenu de 76 000 et puis seulement 11% quand on a un revenu de 198 000. Donc là aussi, de nouveau, pour la classe moyenne, il y a assurément quelque chose à faire. On arrive au bout, justement. Madame Métro, la gauche peut-elle envisager une baisse d'impôts ? Alors, écoutez, très clairement, la gauche, du reste, l'avait déjà imaginé en 2008. Nous avions déposé une motion au Grand Conseil en 2008, une motion visant à des rabots d'impôts. Des rabots d'impôts. Et le PLR n'en a pas voulu. Alors aujourd'hui, nous défendons effectivement les déductions fiscales. C'est ce que nous avons mis dans RIE 3 cantonal. Nous défendons ces déductions-là. Mais il faut que ces déductions n'amènent pas
n'amène pas une détérioration de la situation de la classe moyenne inférieure. Et c'est l'initiative des jeunes PLR qui fait qu'elle n'a pas été tout à fait bien calibrée, ce qui fait que les déductions fiscales proposées vont péjorer la classe moyenne inférieure qui devra payer plus d'impôts. Alors écoutez, on va continuer à en parler avec votre colistière Cézanne Marel et le deuxième plateau d'invités, Béatrice Métro. Merci beaucoup. Jacques Nicolet, merci. Sylvie Villa, merci beaucoup. Bonne campagne à tous. On se retrouve dans une petite minute 30 avec les 3 nouveaux candidats. Bah écoutez, on va avoir un vrai débat, un vrai enjeu de société qu'il y a derrière cette élection. Moi, je pense que le ticket rose vert va être très mobilisé et je pense qu'en face, on aura un Jacques Nicolet qui a l'UDC qui ne va pas pouvoir bénéficier de l'effet de liste qu'il a bénéficié au premier tour. Et puis, surtout, ce qui est très important, c'est qu'on espère pouvoir enfin débattre parce que c'est vrai que pour l'instant, les vrais enjeux, le fait de savoir si les Vaudois veulent, oui ou non, la continuité et la poursuite de la réussite du modèle vaudois, ça veut dire qu'ils doivent voter pour le ticket rose vert. Mon parti est venu me chercher à Berne. Ils m'ont dit qu'ils avaient besoin de moi pour cette campagne comme locomotive électorale. Ça m'a obligée à me poser cette question-là. Est-ce que je suis prête? Est-ce que j'ai envie d'aller dans un exécutif? Et après mûre réflexion, vraiment, je me réjouis et je pense que j'ai vraiment quelque chose à amener à notre canton. Dans quelles conditions vous repartez pour un second tour? Alors pour le moment, j'ai évidemment pas choisi de partir pour un second tour. Il faudrait que j'aie un bon score. C'est quoi la barre que vous voulez atteindre pour partir dans un second tour? Je pense que le premier dévienne ensuite serait... Je pense qu'il faudra qu'il y ait un second tour pour des petits candidats pour amener des sujets. Donc les petits candidats, c'est ceux qui ne sont pas de gauche, du bloc de gauche ni du bloc de droite. Les deux blocs qui ont décidé à la base que tout était joué d'avance et qui n'ont pas fait de débat, qui n'ont pas voulu débattre entre eux parce qu'ils avaient tout fait juste et qu'ils avaient tout fait le mieux possible. Voilà, deuxième mi-temps de ce débat pour le deuxième tour au Conseil d'État avec Toto Morand. Guillaume Toto Morand, parti de rien. Bonjour. Bonjour. Isabelle Chevalet, candidate pour les Verts libéraux. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Et Cézanne Marel du Parti socialiste. Alors, écoutez, on va vous poser la même question qu'à M. Nicolet. D'où vient cette alliance, Madame Chevalet? Mais cette alliance, elle a été discutée déjà il y a plusieurs mois. Il y a près de. Elle a été refusée dans un premier temps. Dans un premier temps par l'UDC, mais pas par mon parti. Ensuite, l'UDC l'a accepté. On est ravis de pouvoir faire cette grande alliance du centre droit. Sans vous passer le nez. Mais sans me pincer le nez. Ça fait... Je vous rappelle que quand les Verts libéraux en avaient discuté à l'automne passé, c'était 30 oui, 1 non, une abstention. J'entends, c'était... Les Verts libéraux sont du centre-droit. Absolument, mais on se souvient bien de cet épisode. Et d'ailleurs, vous avez retardé votre décision là, au lendemain du 30 parce que vous vouliez être sûr que l'UDC était d'accord pour pas qu'on vous fasse le même coup que la dernière fois parce qu'ils ont quand même méchamment écarté. Vous n'avez pas de fierté, quelque part, par rapport à ça? On vous écarte méchamment, puis là maintenant l'UDC était coincé, visiblement craignait pour son deuxième tour et vient vous chercher, puis vous accourez, c'est pas... J'entends, c'est pas une question de fierté personnelle, c'est une question de défendre... Moi je parle du parti, pas forcément de vous. Pour le parti, c'est une occasion unique de défendre nos idées, de porter nos idées dans un exécutif, d'avoir une chance d'atteindre un exécutif. Aujourd'hui, on le voit bien, le PS et les Verts peuvent défendre un bilan de législature, ce que ne peut pas faire ni l'UDC ni les Verts libéraux, parce qu'on n'y est pas. On est au Grand Conseil, certes, mais quand on met 18 mois à nous répondre, ou 3 ans à nous répondre à une intervention, on comprend bien que le pouvoir d'un député n'est pas le même que le pouvoir du Conseil d'État. Et aujourd'hui, il est important que les Verts libéraux aient une chance d'entrer dans ce Conseil d'État. Madame Chevalet, votre relation à l'UDC, vous dites dans la presse que vous n'êtes pas nécessairement fan de l'UDC national, suisse, que tout va beaucoup mieux avec l'UDC, vous, a priori. Quand j'étais au Grand Conseil, j'étais 5 ans au Grand Conseil, siégé 5 ans au Grand Conseil, 9 fois sur 10, les Verts libéraux votaient avec l'UDC et le PLR. Je vous rappelle juste qu'on ne fait pas une alliance avec l'UDC, mais avec le PLR et l'UDC, on fait l'alliance du centre droit. Je sais, mais qu'est-ce que vous dites encore une fois, à vos électeurs, l'UDC vaut, c'est aussi dans un document que vous connaissez, que vous avez dû lire, La Voix du bon sens, c'est ceux qui demandent le retour de la fessée, de la gifle, qui fustigent le féminisme. Enfin, le féminisme, ça doit vous parler, ça, évidemment. D'abord, le féminisme, ça me fait un peu sourire, parce qu'aujourd'hui, les attaques féministes et sexistes que j'ai, c'est de la gauche, c'est pas de l'UDC. Donc juste pour
Petite parenthèse au passage, je vois très bien ce que vous voulez dire, mais je veux juste signaler que dans les faits, les attaques, elles viennent aujourd'hui de la gauche. Et donc, on n'est pas du même parti, ça c'est pas un scoop, on a des idées différentes. Aujourd'hui, on a des choses qui nous assemblent, c'est une vision de l'État. La vision de l'État, c'est quoi du centre-droit? C'est d'estimer que l'économie et l'individu est le moteur de l'État et pas l'État. C'est une vision que l'on a commune avec des nuances. Et M. Nicolet l'a dit, on rassemble un large éventail de la droite jusqu'au centre. Oui, alors Madame Amarelle, vous entendez Madame Chevalet, qu'est-ce qui vous dérange dans cette alliance quelque part? Elle est naturelle. Ça fait effectivement très longtemps que les Verts libéraux la demandent. On l'évoquait évidemment pour les élections suivantes. Tout d'un coup, elle arrive un petit peu plus vite que prévu. Il n'y a pas de problème, c'est légitime, non? Moi, je respecte cette alliance. Je n'ai pas à commenter cette alliance. Simplement, c'est une simple tactique d'appareil. J'ai dit que c'était une simple tactique d'appareil. Monsieur Bäumle a parlé d'une tactique, enfin d'une alliance momentanée. Je constate qu'il n'y a pas de programme, qu'il n'y a pas de mesures concrètes, qu'il n'y a pas véritablement d'équipe et qu'il n'y a pas de bilan. Donc, je pense que les Vaudois ont le droit de savoir ce qu'il y a derrière les programmes des uns et des autres. Et c'est là où c'est normal, bien sûr. C'est normal. Mais disons, je crois que le canton de Vaud aujourd'hui, au-delà de ces polémiques, enfin de ces questions, il a besoin d'une équipe pour gouverner. Et on a vu au cours de ces dernières années, de ces 5 dernières années, qu'on avait une équipe qui fonctionnait avec des personnes qui étaient capables de fonctionner en collectif, qui étaient capables aussi d'apporter des vrais résultats. Et puis on le voit dans le bilan qui a été fait, la loi sur le logement, l'augmentation des places de crèche. Monsieur Nicolet et Madame Chevalet ne peuvent pas faire partie de cette équipe. Il faut être de gauche pour... Non, il ne faut pas être de gauche. Et d'ailleurs, je dis à Mme Chevalet, je ne vois pas de quoi elle parle quand elle parle d'attaques sexistes et autres. Parce que sur les réseaux sociaux, Mme Amarelle, vous le savez bien. Oui, ça ne vient pas de la gauche particulièrement, mais simplement ce qu'il faut savoir... Président, vous avez une idée quand il me traite de sans cervelle je ne sais pas, hein, ça vous a peut-être échappé. Oui, effectivement, ouais, ça m'a échappé. Je dois dire que c'est une campagne un peu tendue. Sur les tactiques d'appareil, ça me fait sourire de la part de la gauche, parce que la gauche ayant fait de la tactique d'appareil à Lausanne. Mais les rapports de force, je vous l'ai déjà dit, les rapports de force à Lausanne entre la gauche et la droite, c'est 60-40. La gauche est très forte à Lausanne. C'est normal qu'il y ait beaucoup de socialistes et un popistes et de verts dans l'exécutif lausannois. Dans les rapports de force politique dans le canton de Vaud, c'est différent. C'est différent parce qu'on a un rapport de force. Madame Amarelle, vous appelez l'équilibre en disant le Grand Conseil est à droite, il faut un exécutif à gauche. Vous avez constamment dit ça dans les débats. Maintenant, on vous démontre qu'à Lausanne, l'exécutif est à gauche. Mais vous ne voulez pas comprendre. Et puis le législatif est à gauche. Et nous, on dit qu'il n'y a pas d'équilibre à Lausanne. Et en plus, le rapport de force politique dont vous parlez, Madame Amarelle, vous savez bien, n'est pas le même. C'est pas le même. C'est pas le même. Il est très sensible chez les Vaudois. Il est très sensible. Dans le canton de Vaud, il est très sensible. Et donc, au-delà de ces polémiques, je pense que c'est important de parler du contenu. Et je pense que les Vaudois ont le droit de se prononcer sur les mesures qu'ils voudront ces 5 prochaines années. Très bien. Écoutez, du programme politique, Toto Morand, vous... d'abord, une petite réaction sur la stratégie. Après, on va revenir un petit peu sur vos envies. Comment vous analysez, vous, ce deuxième tour? Le premier tour, on a vu qu'il y avait très peu de débats, que tout le monde était très consensuel. Il y avait un peu la droite, la gauche mélangée avec le tandem Brouillard et Malice. Je ne sais plus comment il faut les appeler. Donc là, vous êtes satisfait? Il y a un débat? Oui, j'ai trouvé que c'était dommage qu'il n'y ait pas de débat au premier tour. Maintenant, là, vous êtes servi, là. Pardon? Là, vous êtes servi. Là, il y a du punch et tout, mais on retombe un peu dans le clivage gauche-droite traditionnel. Alors justement, comment vous existez? Alors justement, moi je propose une candidature franche et sincère qui n'a pas d'apparentement, qui propose justement du contenu, comme Mme Amarelle dit. J'ai abordé beaucoup de sujets qui n'ont pas été abordés pendant les candidats pendant le premier tour, qui ont été peu médiatisés. Je veux le rappeler, j'étais le seul candidat de tous les candidats élus qui se présentent maintenant contre la RIE3. J'ai quand même gagné, donc je représente quand même 49% des Vaudois qui sont... Parce qu'on parle toujours de ces 87%, mais je pense qu'il faut oublier ces 87%, car c'est un peu une votation à l'aveugle où les Vaudois n'avaient pas toutes les données en main. Donc le 49%... C'est pas les mêmes données.
Ouais. On ne votait pas sur le même objet. Hein. Ouais, Exactement, mais quand il y même, avait pas... le tout était très lié. M. Toto Boulay a bien Morand. dit qu'une RIE3 vaudoise ne marchait qu'avec une RIE3 fédérale. Bien sûr. Après, j'aimerais revenir sur des sujets que j'ai abordés aussi, c'est la protection des paysans qui vivent une situation catastrophique. Ouais. L'agriculture n'a été abordée par aucun autre candidat. J'ai soutenu les PME, j'ai soutenu donc j'ai amené du débat et du contenu dans la. En tout cas, votre résultat au premier tour a surpris beaucoup de monde. Hein, je dirais, je regrette que dans le district de Nyon, j'ai fait le moins bon résultat de tous les districts, donc où est la caméra? Je dis aux Nyonnais. Alors, vous avez fait un excellent résultat. Comme à Madame Villa, il y a quand même relativement peu de chances que vous passiez au deuxième tour. Qui sait, absolument. Voilà. Mais voilà. Alors, d'accord. Mais en l'occurrence, vous êtes plutôt contre l'UDC. Hein, vous êtes en tout cas souvent pro. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous faites le jeu de l'UDC, sachant que vous allez probablement prendre plus de voix à gauche? Non, je pense déjà que j'ai pas fait un combat contre l'UDC. J'ai fait un combat contre le gouvernement sortant. Maintenant, comme je vous dis, moi, j'ai jamais calculé. J'étais le premier dimanche passé, le dimanche soir, à dire que je me présentais au deuxième tour sans attendre ce qu'ont fait tous les autres partis qui devaient attendre leur séance plénière. Donc vous avez fait votre séance plénière avec vous-même. Avec mes amis, en mangeant une raclette à la maison pendant que tout le monde était à l'Ola des Cèdres. Alors, juste une question, Cézla Amarel, vous n'avez pas peur que Toto Morand pique des voix à gauche? C'est pas le terme. Moi, je prends beaucoup de voix à l'abstention. J'aimerais le dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté pour moi qui ne votent jamais. Mais au second tour, on vote un peu plus utile. Oui, mais alors je pense prendre encore plus parce qu'il y a quand même 65% des Vaudois qui n'ont pas voté. Et je dis à tous les Vaudois d'aller voter pour un entrepreneur avec ma candidature franche et sincère. Alors, je vous repose la question, Cézla Amarel. Comment on réagit à gauche? On se dira, celui-là, il nous gêne un petit peu, il risque de nous plomber notre programme. Écoutez, chacun a le droit de se présenter et puis si une personne a le droit d'enrichir le débat politique autour des questions qui le préoccupent, c'est vrai que le deuxième tour, il est un peu spécial en général parce qu'on vote compact. En général, on voit bien les Vaudois, au cours de ces 25 dernières années, ont voté compact, surtout au deuxième tour. Et c'est clair que là, on est en face d'une élection où il y aura des candidats différents il y a l'alliance de droite, il y a l'alliance de gauche, il y a cette volonté de reconduire le bilan de la majorité au Conseil d'État. Et donc voilà, c'est vrai que et Madame Villa et Monsieur Morand sont des candidats qui contribuent en fait à brouiller un peu Mais je pose quand même un petit peu la question. Toto Morand, il vous embête pas un petit peu là pour ce deuxième tour? Il est à côté de vous, dites-le lui dans le fond des yeux. Alors je sais que vous voyagez depuis 2 semaines tous ensemble. On verra, vous avez un tourbus, l'électorat de Toto Morand, c'est vrai qu'on va le chercher, si j'ai bien compris, chez les abstentionnistes et puis aussi chez un certain nombre de personnes, du domaine de la culture, etc. Et ça, c'est clair que normalement, c'est des personnes qui sont proches de la gauche. Donc, voilà. Maintenant, j'aimerais relever que j'ai fait des très bons scores dans le Gros-de-Vaud, dans le Vuilly. Oui, d'accord. Là, vous dites qu'ils ont peur du bétonnage. Okay. Bah oui, parce que la RIE3, c'est ça le drame de la RIE3, c'est qu'elle est beaucoup trop permissive. Donc moi, je suis contre ce compromis dynamique. Pour vous, la LAT ne va pas encadrer tout ça, c'est pas suffisant. Bah, la LAT, on voit les dégâts que ça fait. Il y a beaucoup de gens qui sont contre cette densification à tout prix. Le village de Bussigny, on voit des tours de 8 mètres, des tours de 8 étages en plein centre-ville. Donc il y a beaucoup de gens qui en ont marre de cette croissance. Il y en a marre des quartiers qui poussent comme des champignons, surtout qu'il y a beaucoup de gens qui sont laissés de côté car le pouvoir d'achat baisse. La décroissance. Non, pas pour la décroissance, c'est pour une croissance naturelle du canton basée sur nos propres forces, sans avoir besoin d'attirer toutes les multinationales qui viennent défiscaliser en Suisse avec tous les ravages que ça fait en Afrique, en Amérique du Sud, partout. Il ne faut pas baisser les impôts pour sauver le paysage, madame. Il faut baisser les impôts. Voilà un sacré raccourci quand même. Il faut baisser les impôts des personnes physiques, mais si on baisse les impôts des multinationales, on ne pourra pas baisser les impôts des personnes physiques. C'est pour ça que je me suis beaucoup engagé pour la baisse des impôts des personnes physiques, mais contre une exagération de la RIE3 avec aucune limite fixée à la défiscalisation des multinationales. Alors, bon, on en a fini avec ce thème de la RIE3 et de la stratégie politique, on pourra en parler, mais enfin bon, on va laisser ça à nos confrères, puisque vous allez passer encore dans la presse, les radios. Il en faut un petit peu pour tout le monde. L'école vaudoise, Cézla Amarel, c'était un dicaster socialiste. Vous admettez des erreurs, vous admettez qu'il faut procéder à des améliorations, lesquelles ? Je crois que là, on est en face d'un grand défi, parce que c'est vrai que l'école,
Moi, je suis mère de famille, donc je sais que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup la population vaudoise. Et c'est vrai que c'est une institution qui va au-devant de grands défis par rapport aux évolutions numériques, par rapport aux évolutions sociales aussi. Et je pense que, bien sûr qu'on fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs en politique. Simplement là, on est en face d'une méthode, notamment de gestion, qui doit aujourd'hui être améliorée. Le lien, le dialogue avec les enseignants doit être amélioré. Je pense qu'il faut faire beaucoup de discussions de terrain. Et puis, il faut surtout savoir ce qu'on veut. Et je pense qu'il y a des améliorations dans le cadre de la maîtrise de classe. C'est très important d'avoir... C'est essentiellement là le problème. Non, pas essentiellement. Je crois qu'il y a beaucoup de problèmes qui s'accumulent. Il y a les questions des renforts socio-pédagogiques et socio-éducatifs et des renforts aussi pédagogiques qui concernent le premier et le deuxième cycle, la maîtrise de classe dans le troisième cycle et puis la valorisation des professions, des filières professionnelles qui sont très importantes parce qu'il y a eu des diminutions, si vous voulez, dans ces domaines, une augmentation du nombre de gymnasiens et je pense qu'il faut rééquilibrer les choses pour pouvoir faire en sorte que tous les élèves qui sortent de l'école et qui s'acheminent vers des nouvelles filières puissent avoir une vraie... Sur vous aussi, mais j'ai pu lire... Tout le monde n'est pas d'accord. Pardon, allez-y, répondez. Merci. D'abord, c'est intéressant, il y a eu une réponse du Conseil d'État à l'interpellation de M. Jobin concernant les moyens mis à disposition pour la mise en place de cette Léo. Il a dit qu'il manquait de moyens. Il n'y a eu aucun moyen supplémentaire, mais on a demandé des tâches supplémentaires aux enseignants et donc, ça va assez pas. De moyens dans l'école. Mais pour la Léo. Il faut recadrer les moyens depuis la centralisation, le département jusqu'à la base. Il faut aller entendre ces problèmes des enseignants. Les enseignants doivent retrouver le plaisir d'enseigner. Et j'aimerais ajouter quelque chose concernant la filière apprentissage. Filière apprentissage qui a toujours été dénigrée par la gauche et qui est laissée tomber. On le voit sur le site du département. Madame Villa l'a dit à plusieurs reprises, elle a raison. Il y a une journée de l'apprentissage qui s'est passée hier et depuis, si on va sur le site du canton, la mise à jour c'est de 2013, donc on voit qu'on s'en fiche un petit peu. Maintenant, quand je regarde Manpower et que je regarde les professions qui manquent dans notre société, le numéro 1, c'est les ouvriers qualifiés. C'est les électriciens, charpentiers, soudeurs. J'aimerais dire aux parents dont les enfants aimeraient faire un apprentissage, mais encouragez-les, parce qu'on a 5 fois plus de chances de devenir patron quand on est maçon que quand on est universitaire. Oui. Mon papa est mécanicien et je suis fière de mon papa. C'est pas une voie qui est au rabais, c'est une voie qui est différente. Et notre économie, elle a besoin de ces ouvriers qualifiés. C'est une voie que tout le monde nous envie. Il existe des passerelles désormais, c'est-à-dire que celui qui a suivi un apprentissage peut retourner dans les écoles. Alors ces passerelles, je pense que c'est vraiment une richesse de notre école, mais même la voie elle-même de l'apprentissage est une bonne chose. Les pays entiers, même la France, vient nous voir. Vous dites dénigrer, voilà. Mais on fait quoi? Les moyens aussi, vous les prenez où les moyens? Dans l'appareil scolaire? Quand un élève, les maîtres d'apprentissage se plaignent que les élèves arrivent, ils ont de la peine avec le français, avec les mathématiques. C'est pas parce qu'on est en voie d'apprentissage qu'on doit laisser tomber ces élèves. On doit les accompagner pour qu'ils puissent faire des bons apprentissages, des bons apprentis, et que les maîtres d'apprentissage aient plus de facilité. Donc ensuite, il y a trop de paperasserie. Monsieur Toto-Moron ici pourra témoigner, puisqu'il est maître d'apprentissage. Il y a beaucoup trop de paperasserie pour les entreprises qui veulent accueillir. Il faut encourager ces entreprises à accueillir ces apprentis. C'est une chance unique qu'on a dans notre pays, qu'on nous envie dans le monde entier. Voilà, mais vous dites que certains n'ont pas le niveau, justement. Vous parliez de moyens pour l'école. On les prend où, ces moyens? On augmente les Au sein du département. Vous pensez que au sein du département, il faut recalibrer les choses depuis des pédagogues qui sont au centre à Lausanne et puis remettre ça dans la base. Il faut refaire confiance aux directeurs, aux directions. Il faut rétablir le dialogue. Donc il y a trop de monde dans l'administration scolaire. C'est ce que vous dites? C'est ce que je dis. D'accord. Alors, j'aimerais juste dire que la gauche, ces dernières années, parce que je crois que là, il y a quand même... On a un peu la mémoire courte parce que tous les députés qui ont mis en place, fait en sorte qu'on pousse l'augmentation des commissaires d'apprentissage, qu'on augmente les bourses d'apprentissage, qu'on augmente les forfaits professionnels pour les apprentis. J'aimerais quand même rappeler, parce que la politique, ce sont des actes, le fait que avant qu'il y ait une majorité de gauche, il n'y avait pas de revalorisation des apprentissages dans l'administration cantonale. Il n'y avait pas une revalorisation
l'augmentation des grilles salariales pour les apprentis. Et puis aussi, il n'y avait pas le fait qu'on augmente, on incite l'administration à augmenter le nombre d'apprentis dans l'administration cantonale. Donc il y a eu quand même des éléments qui ont été mis en avant. Entre-temps, il n'y a eu aucune mesure particulière demandée par la droite sur ces éléments-là. La seule, oui. César Marel, on aimerait, juste pour résumer, on a l'impression que la droite fait passer la gauche et les socialistes pour des gens qui veulent voir tous leurs enfants à l'université, qui méprisent un petit peu les métiers, l'artisanat. Est-ce que essayer de répondre ou de démonter si c'est vraiment un cliché? Déjà, c'est un cliché parce qu'il ne faut pas opposer la formation professionnelle à la formation des hautes écoles et la formation universitaire, parce qu'on sait très bien que pour ces prochaines années, on aura évidemment un nombre de personnes qui vont passer d'une filière à l'autre. Oui. Ça, c'est éculé, c'est complètement éculé d'avoir l'idée qu'on fait tous une formation de mécanicien et qu'on reste mécanicien jusqu'à ses 65 ans, etc. Les nouveaux métiers, les jeunes qui entrent aujourd'hui dans la filière apprentissage, très probablement qu'ils vont se reconvertir en permanence. Je vous rappelle que 70% des métiers que devront occuper nos enfants, eh bien, ils ne sont pas, on ne les connaît pas encore. Donc, il y a une évolution, et ça, c'est clair que l'époque où on faisait un apprentissage et on restait comme ça c'est terminé. On aimerait quand même vous entendre, Toto Moran, parce qu'on va bientôt rendre l'antenne. Mais vous, l'école, qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi le travailleur de demain, les travailleurs de demain pour une économie dynamique? Un petit peu de recul, il y a quand même beaucoup de pays européens qui nous envient dans notre système d'éducation, des systèmes de formation. L'apprentissage est un modèle pour beaucoup de pays. Maintenant, évidemment, concernant la Léo, il y a eu un petit malaise. Il faudrait analyser ce malaise. Je pense que c'est un déficit justement d'aller sur le terrain. Les professeurs, le corps enseignant doivent être valorisés, comme doivent être valorisées les associations de parents d'élèves et les élèves. Concernant les apprentissages, il faut savoir que dans le commerce de détail, c'est quand même assez dur d'aller dire à des jeunes « engage-toi dans un apprentissage de vente » quand les salaires sont bien en dessous de 4 000 francs. Donc le commerce de détail est particulièrement touché par la baisse des salaires. C'est ce que vous les payez ou... Non, alors moi, je paye. Moi, j'ai moins d'apprentis actuellement. Moi, je paye tous mes employés 20, 30, voire 40% de plus que dans le commerce de détail. Donc, il faudrait quand même qu'il y ait une valorisation de la filière apprentissage. Je pense que dans des travaux techniques de construction, les gens arrivent à avoir des salaires décents, mais dans le commerce de détail, c'est devenu impossible de vivre avec un salaire de 3 600 francs, et ça va aller en demande d'aide sociale qui va empirer toute la situation. Toto Moran, merci pour cette analyse, merci pour votre point de vue. On ne peut pas aller plus loin, le temps imparti est passé. On vous laisse dans les mains de nos confrères qui sont très, très heureux de vous accueillir pour plus de débats. Merci beaucoup. César Marel, merci beaucoup de votre présence. Isabelle Chevalet, merci à vous d'être venue. On vous souhaite à tous trois, évidemment, une bonne campagne. On sait que c'est un petit peu tendu. On sait aussi que vous voyagez ensemble, enfin, vous vous voyez tous les jours. Donc, faites ce que vous pouvez pour bien finir cette campagne. Bonne chance à vous tous. Merci, évidemment, à vous de nous avoir suivis. Merci, Michel. Les élections, c'est le dimanche 21 mai. Vous retrouverez, évidemment, dans le quotidien de la Côte tous les résultats qu'il faut et les analyses, ainsi que sur Nyon Région Télévision. Merci beaucoup et bonne semaine à tous. Au revoir. Merci.